Chacun d'entre vous travaille avec ses propres documents, ses propres données d'entreprise. Alors comment faire pour faire un deuxième cerveau sécurisé de vos données? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va créer une base de données avec Obsidian dans l'interface Claude, mais ce que je vais vous apprendre pour Claude est aussi valable avec ChatGPT. L'objectif, c'est d'optimiser notre système de fonctionnement. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est de rentrer dans la zone de rot context. La zone où on surcharge le modèle en quantité de contexte, ça va épuiser votre forfait et surtout, ça va perdre en performance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les stratégies que j'ai mis en place en utilisant Mistral, Ollama et l'interface VS Code pour pouvoir lancer du RAG directement à partir d'Obsidian et de Claude. Quelle est la différence principale entre Obsidian et un système RAG? Obsidian, c'est une base de données en format Markdown. Pour ceux qui utilisent Notion, c'est exactement le même principe que Notion. C'est-à-dire un système qui permet en fait de lire du texte qui normalement est dans un format Markdown. L'avantage de ce système, c'est que ça nous permet également de faire des représentations visuelles où on détermine des liaisons à partir de mots-clés dans des documents. Mais attention, ce n'est absolument pas un RAG. Comme l'a très justement souligné, la vidéo de Jonas, je vous la conseille, elle est excellente, c'est un professionnel qui traite du RAG et c'est son métier. Le vrai problème derrière Claude Code plus Obsidian, c'est qu'on n'est pas face à un système RAG. Et malheureusement, l'intégralité des vidéos sur Internet nous ont présenté le système Obsidian comme un RAG. C'est absolument pas le cas et au contraire, ça va complètement saturer ton système. J'en ai parlé dans la vidéo précédente que je te mettrai juste en dessous en description et je t'invite à aller regarder la vidéo de Jonas. Ça te permettra de mieux comprendre aujourd'hui le problème du RAG et pourquoi de très nombreux influenceurs se sont lancés sur ce sujet et en fait tu te rends compte qu'ils sont passés complètement à côté du sujet principal, c'est on est en train de saturer complètement de Claude et c'est ingérable. Un système RAG, c'est basé sur un vector database. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as pris tes documents, tu les as envoyés dans une base de données et tu as créé des vecteurs. Les vecteurs, ce sont des coordonnées mathématiques qui permettent de définir quelle est la distance entre des concepts. Et quand tu poses une question, ton système va envoyer une query dans un système qui s'appelle un retrivial. Il va interroger la database et il va sélectionner uniquement les documents qui sont optimisés pour pouvoir répondre à ta question. Et c'est exactement ça qu'on appelle un Retrivial Augmented Generation. Alors pour arriver à ce système-là, en fait, il faut procéder à certaines étapes. Avant d'arriver au vecteur, il y a des étapes qui sont je récupère de la donnée, j'extrais les informations de ma donnée, c'est-à-dire ça peut être de l'OCR, ça peut être des PDF, ça peut être des tableurs, ça peut être des images. Je crée une découpe de chunks et après cette étape, je vais construire mes embeddings, donc mes vecteurs. Et ensuite, je les stocke dans une base de données vecteur. Ce qui veut dire que concrètement, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'on peut créer une base vectorielle directement sur l'ordinateur, mais ça, il faut quand même avoir une bonne carte graphique, et pas tout le monde va pouvoir le faire. Alors j'ai trouvé d'autres solutions que là, tout le monde pourra utiliser. Imaginez une base vectorielle qui coûte moins de 0,1$ par giga, quasiment gratuit. Et en plus, le premier giga est complètement gratuit. Autre point, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour la découpe des chunks, l'optimisation de la base de données. Ce que certains influenceurs vous disent sur Internet, c'est d'utiliser un plugin pour télécharger directement des PDF ou encore des pages Internet sur votre ordinateur. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voici pourquoi. Lorsque vous surfez sur Internet, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est une succession de codes, de chiffres et de métadonnées qui sont derrière. Quand vous allez télécharger l'ensemble des informations, le LLM va tout télécharger. Le problème, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle des distracteurs, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas pertinents. Quel est l'impact de un distracteur à l'intérieur d'un seul document? Les études nous l'expliquent. Avec un seul distracteur, on arrive à perdre 8 à 30% de précision de compréhension. Avec 4 distracteurs, on en perd entre 30 et 70%. Donc la qualité de votre donnée initiale, elle est capitale. Le schéma de principe, c'est d'avoir une source brute dans laquelle on va extraire les informations. Ce qu'il ne faut pas faire pour épuiser votre forfait avec Claude ou encore ChatGPT, c'est de faire une extraction avec Claude ou ChatGPT. Il y a des systèmes qui sont gratuits, très performants et qui vont vous permettre de le faire. On a notamment l'outil Mistral. Sur Mistral, vous avez une fonction qui est la fonction Try Studio qui va vous permettre de basculer sur la partie document AI. Pour l'exemple qui est présent, je vais m'intéresser à la documentation du DeepSeek V4, le
tout nouveau modèle chinois. Il est composé de plus de 55 pages de documentation. Mais le problème, c'est qu'il y a des graphiques. Et si j'utilise le PDF comme tel, je vais perdre toutes les données des graphiques, mais il y a une solution. Utiliser la fonctionnalité de Mistral pour extraire les données des tableurs, des images, et les intégrer à l'intérieur de mon fichier. Voici comment faire. Première étape, on va télécharger notre fichier et on va utiliser le modèle OCR Latest. Ce qui va être important, c'est de commencer à sortir les éléments qui peuvent être des distracteurs. Donc vous vous rendez compte que même s'il y a 55 pages, à partir de la page 44, je n'ai plus besoin des informations qui suivent. C'est essentiellement des citations. Et ça, c'est exactement le type de contenu qui pourrait venir interférer avec la compréhension d'un LLM. Parce que c'est très dense en mots-clés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer 1 à 44 et ensuite je vais demander d'intégrer les tableaux, d'intégrer les images et pour les images, je vais intégrer un code de données structurées en JSON pour extraire les informations des tableurs. Cette séquence va me permettre de récupérer toutes les datas, j'exécute, et ce que je vais obtenir en quelques instants, c'est 44 pages nettoyées, structurées, et vous les obtenez exactement dans le format que le LLM comprend. Chaque élément est correctement mis en page. Là, vous commencez à répondre à la première étape. Passer de la data raw à une information extraite. Ça, c'est la première étape. Pour récupérer la donnée, vous cliquez sur le bouton télécharger et vous allez maintenant récupérer l'ensemble du document. Et cela absolument gratuitement en ayant utilisé Mistral. Avant de pouvoir l'utiliser dans Claude CLI, on va devoir maintenant optimiser la séquence. Et il faut donc qu'on parle des métadonnées. Imaginez que pour naviguer à l'intérieur d'une base de données, le modèle va besoin de se repérer. Et pour se repérer, ce que j'ai pensé, c'est de créer en fait une fonction de métadonnées pour améliorer la compréhension du document. Ce qu'il faut comprendre dans une métadonnée, c'est qu'elle va dépendre du type de document que vous êtes en train de traiter. De la métadonnée scientifique, médicale, ne sera pas la même que celle d'un service client. On va donc utiliser des informations de métadonnées pour permettre très rapidement d'identifier ce que va contenir la séquence, quand est-ce qu'elle a été publié, quels sont les sujets et où sont les tableaux et les mots-clés dont je vais avoir besoin. Comment créer cette métadonnée? C'est exactement ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Pourquoi un système RAG, ça coûte rapidement, relativement cher? Parce que c'est technique. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire au sein des formations. Configurer vos systèmes, apprendre à créer des systèmes professionnels, auditables, pilotables. Prompt Engineering Elite, c'est plus de 16 900 € de compétences et d'actifs opérationnels au sein de cette formation. Vous allez apprendre à configurer des agents IA opérationnels sur vos données, travailler sur des datasets, construire des pipelines, construire des systèmes HITL avec des humains au sein de la boucle de prise de décision. Dans cette formation, je vous rends ready pour l'examen officiel Google, ready pour l'examen Claude Code 101. Bref, honnêtement, si vous voulez passer un vrai level up dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous avez toutes les infos en description. Avant de pouvoir utiliser le deuxième cerveau Obsidian et Claude Code, ce qu'il faut faire, c'est récupérer notre document et appliquer l'étape d'optimisation d'extraction juste avant la section des chunks. Voici ce que c'est. Pour améliorer la navigation du rétrivial, donc si on fait un RAG, on va avoir un système qui va rechercher des métadonnées. Et si on utilise Claude ou Obsidian, on a besoin de trouver des mots-clés rapidement. On va donc identifier des sections et créer des métadonnées à l'intérieur des 58 pages qu'on a obtenues. Et pour cela, je vais m'aider de ChatGPT. Je peux le faire avec Claude, mais parce que ChatGPT me coûte beaucoup moins cher, je vais faire exactement ce que font les professionnels dans le domaine du RAG. Je vais créer une base de métadonnées à l'intérieur de mon document. Et voici le prompt que j'utilise. L'objectif de mon prompt, c'est de configurer Claude, CLI ou ChatGPT à identifier les blocs de section. Pour chaque bloc de section, il va créer une métadonnée. Cette métadonnée va dépendre du type de document. Si vous êtes sur de la comptabilité ou si vous êtes sur des articles de loi, vous n'allez pas créer le même type de métadonnée. Mais ce qui est en général très important, c'est de pouvoir identifier le nom du document, le nombre de pages, le titre, la section, l'auteur et la version. Ça vous permettra de mettre à jour le document s'il y a de nouvelles versions en cours. Donc, il y a toujours une phase où il faut réfléchir quelles sont les données qui vont me permettre de naviguer rapidement au sein de mon document et de découper par section en fonction des critères qui vous permettront d'être le plus fluide
dans le document. Ça peut être une découpe en fonction de sujet, ça peut être une découpe en fonction de paragraphe, mais pour optimiser mon fonctionnement, ce que je fais, c'est que je crée un système de séparateurs, ce qui va me permettre dans l'étape et dans le même prompt d'utiliser un script Python qui va automatiquement identifier les séparateurs et créer mes propres découpes, et donc la phase de chunk. Avec un seul prompt, on crée les métatags, on insère les mots-clés, on vérifie si tout fonctionne, on crée les séparateurs et on découpe les chunks. Avec un seul prompt, vous avez toutes les fonctions. Donc je vous mettrai tout le détail au niveau des cours juste en dessous. La dernière partie du prompt, c'est ce qu'on appelle une checklist de validation. N'oubliez pas, on est en train d'utiliser un agent IA. C'est pas simplement un chatbot. Quand vous concevez un prompt sur une boucle agentique, et aujourd'hui ChatGPT et Claude sont des systèmes agentiques, il faut lui dire quoi récupérer, quelle action prendre, comment vérifier les données. Et c'est exactement ce que contient au niveau du prompt. L'objectif, c'est qu'il soit en mesure de vérifier son travail, identifier si les métatags sont présents, si le contenu sémantique correspond à la section, s'il a intégré les figures et les descriptions, et si tout est bon, il procède à la découpe. Voici comment il faut faire pour pouvoir faire travailler l'IA en mode agentique. Premier conseil, faut que votre prompt soit inférieur à 500 lignes au total. Deuxième élément, le modèle a besoin du lien du fichier d'origine et du répertoire où vous voulez que le travail soit exécuté. On va donc donner le répertoire. On prend le chemin d'accès du fichier, on donne donc le répertoire et ensuite le répertoire d'écriture. Vous copiez le répertoire final où votre agent IA, Claude, CLI ou ChatGPT va exécuter le travail. Je vous conseille, pour optimiser le coût, de changer de modèle. Je l'ai testé avec le modèle GPT 5.3 Codex en mode approfondi. Pour ce type de tâche, en général, c'est largement suffisant. Étant donné que le prompt est déjà une structure suffisamment détaillée, je peux lancer automatiquement le run du modèle. Comme c'est un système agentique, il va suivre chacune des étapes, et ce que je vous conseille de faire, mais vous avez les prompts au niveau de la formation, c'est de créer ce qu'on appelle des rapports d'erreur. Donc, le modèle va commencer à créer des horodatages pour identifier comment il se comporte. Donc, je vais avoir des sections de log qui vont être en place. Autrement dit, je vais pouvoir vérifier ce qu'il est en train de faire. Là, je vérifie que le système a compris les différentes phases de travail et je peux vérifier à quelle étape du workflow il se trouve. S'il y aurait donc un dysfonctionnement, on peut suivre la fonction log. Dans les logs, le modèle va enregistrer chacune des actions ou des problèmes qu'il aurait pu rencontrer. Ça vous permettra d'intervenir sur votre prompt et de corriger le workflow s'il faut améliorer la séquence de fonctionnement du modèle. Quand vous travaillez, il faut rendre le travail ce qu'on appelle auditable. C'est-à-dire que le modèle va être capable d'identifier que j'ai changé le nom du fichier et de me dire maintenant je suis en attente du document. Il va l'enregistrer dans la section log, il va me poser la question et je peux intervenir. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle HITL. C'est-à-dire, vous rentrez dans la boucle pour pouvoir aider ChatGPT ou Claude à effectuer son travail. Vous n'êtes plus juste en train de demander à ChatGPT de produire des mots, mais de produire du travail et d'intervenir uniquement dans les conditions où, lorsqu'il détecte certains éléments, vous avez codé les instructions pour lui dire de vous interpeller pour résoudre le problème. Dans les autres cas, on crée ce qu'on appelle des boucles de prise de décision. Il vérifie si la condition, il peut la résoudre. S'il ne peut pas la résoudre, il appelle la personne, c'est une boucle HITL. Et s'il peut la résoudre, il prend une action et il relance un cycle. Alors, le point qui peut vous surprendre, c'est que cette étape de travail pour 50 pages va prendre environ 4 minutes en moyenne. Ça vous fait comprendre une chose, on n'est pas du tout sur des systèmes tels qu'on vous le fait croire, tu prends un PDF, tu l'envoies, mais pas du tout. On est sur un système, et c'est pour ça que les prestations de RAG, mettre en place un Retrieval Augmented Generation pour des entreprises, c'est avant tout du travail, de la capacité à préparer la donnée, à créer ce qu'on appelle un dataset optimisé pour que l'IA puisse le lire facilement, rapidement, et gagner donc en stabilité, en réponse et surtout en coût. Parce qu'au final, celui qui va y gagner à la fin, c'est vous. Parce que vous allez passer moins de temps à interroger le modèle et surtout avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc la phase de préparation, c'est une phase où on ne peut pas déléguer à l'IA de manière complètement autonome la capacité de découper ou de comprendre comment sont structurés les blocs. C'est à l'utilisateur de créer le prompt en fonction du type de document et des métadonnées. Alors pour cela, bien entendu, vous avez les informations plus avancées dans la formation sur le RAG, mais en commençant avec la structure des métadonnées et le système chunk, vous vous assurez que le modèle a déjà une donnée optimisée pour pouvoir travailler.
Je vais vous montrer juste après une chose. On va vérifier la dimension des chunks, parce qu'après il faut les vectoriser. Et vous voyez que le modèle a eu une erreur dans le bloc numéro 46, et il va lancer un système de correction. Comme je vous l'ai dit, c'est capital de mettre dans votre système de protocole une logique complète de workflow où il est capable de vérifier ses propres résultats, de les annexer, de les indexer. Il sait ce qu'il a fait, il revient dessus, il contrôle, et si c'est valide, il a fini sa tâche. Si c'est pas valide, il relance. C'est exactement ce qu'il fait. Et là, on délègue vraiment du travail à l'IA. Étape préalable pour pouvoir utiliser Obsidian, download for Windows, il existe pour Android, Apple et d'autres interfaces. Je te laisse l'installer, cliquer sur pause et revenir juste après. Voici ce qu'on vient d'obtenir juste à l'instant. Un ensemble de données structurées qu'on appelle des chunks. Et voici à quoi ça correspond dans la base d'Obsidian. À partir de maintenant, on a le document qu'on peut déjà utiliser dans Obsidian. On a une structure de métadonnées au démarrage qui permet d'identifier la page, le document, les mots-clés et éventuellement la présence d'images, étant donné qu'on a extrait les data images. Ce qui est assez intéressant grâce à la méthode de travail qu'on a mis en place, c'est qu'on va permettre de récupérer et de modéliser les images en format Markdown, et ça permet de garder la cohérence au niveau des textes. Donc quand on va travailler sur ces séquences, on va pouvoir récupérer la logique de la documentation qui est présente à l'intérieur des systèmes chunks. Donc c'est un document qui est enrichi de données. Ce qui va être important à partir de maintenant, c'est de définir quelle est la dimension du chunk. Alors pour ça, je vais vous montrer, c'est assez simple. Il y a une étape manuelle où on va simplement copier 2-3 fichiers pour aller sur l'interface de Tokenizer GPT. Ça va nous permettre de vérifier quelle est la dimension des chunks qu'on a. Alors, habituellement, un chunk, c'est variable. Ça peut être entre 200 tokens jusqu'à 4000 tokens. Alors, bien sûr, il y a des règles à utiliser en fonction du type de document, de la cohérence, mais ce qu'on va essayer d'obtenir, là, c'est la valeur haute de notre chunk pour pouvoir les envoyer dans une base vectorielle. Donc je sais que mes chunks font en moyenne entre 800 et 1200, ce qui inclut la séquence des métadonnées qui ne rentrera pas en compte dans le calcul des vecteurs. Cette partie-là sera exclue. Ça va servir au retrivial, mais ça va pas servir en termes d'éléments de vecteurs. Maintenant que je connais la dimension, je vais aller sur la base Playground de chez OpenAI. Alors, il faut ouvrir un compte chez OpenAI et vous allez dans la section qui s'appelle Storage, juste en bas à gauche. Ici, vous avez ce qu'on appelle un vector store. Vous appuyez sur plus et vous créez donc un vector store. Vous lui donnez un nom. Et une fois que vous avez mis un nom, vous allez pouvoir ajouter des fichiers. On va cliquer sur le bouton Add, Upload. On va rechercher des fichiers. On va récupérer les chunks. Et c'est ici qu'on va parler justement des overlaps. Donc dans la séquence qui est présente ici, je n'ai pas besoin d'overlap. J'ai des séquences qui sont environ maximum 2005. Ils sont déjà prédécoupés et maintenant vous attachez les documents et en quelques secondes à peine, votre système va identifier chacun des chunks, les numéroter et leur donner une identification qui s'appelle un file ID. On a fait déjà un très gros du morceau d'une base vectorielle. On a récupéré de la data, on a mis la partie des schémas à l'intérieur, on l'a extrait, on a mis des métadonnées, on l'a optimisé, on l'a découpé et on l'a vectorisé et on l'a stocké dans le vector database. Maintenant, on a donc la possibilité d'interroger notre base de données qui est sous format embedding. Le coût de stockage, c'est de 0,1 $ par gigabit par jour. Donc c'est pour vous dire, avant d'arriver à 1 giga avec vos fichiers, je pense que vous allez pouvoir construire quand même une bonne database. Et globalement, ça vous évite d'avoir un gros PC avec une grosse carte graphique et de déléguer toute cette partie au niveau du storage de OpenAI avec le RAG. Alors comment faire pour lancer Claude Code avec un autre modèle? Il faut utiliser cette ligne de commande et pour optimiser le fonctionnement et ne pas avoir à télécharger le modèle sur ton ordinateur, tu vas utiliser la version cloud si tu n'as pas une carte graphique suffisante. Si tu as une carte graphique avec au moins 12 Go de RAM, tu peux utiliser un GPT-OS 20B. Alors pour que ce soit assez fluide, il faudrait quand même avoir une carte RTX 4090. Dans le cas contraire, tu gardes la même structure et tu passes ta ligne de commande en rajoutant GPT-OS-cloud juste à la fin. On va faire un test au niveau du système RAG. Ce que je vais vous montrer, qui va en surprendre plus d'un, et je vous l'ai montré dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, celle où je vous montre qu'on peut en fait connecter Claude CLI avec le système Ollama. Là, je vais lancer l'interface Claude CLI avec un modèle gratuit qui va tourner soit sur mon ordinateur, donc il faut avoir une carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique, vous le faites tourner sur le cloud à partir du système Ollama. Donc, ce qui est en accès, c'est le OS 120B, mais je pourrais utiliser Claude si je voulais. À partir de maintenant, je vais interroger ma base RAG. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une commande
d'appel RAG. Quand vous faites une commande RAG, vous allez avoir deux possibilités, ce qu'on appelle un retrivial ou un fetch. Donc, si maintenant je lui demande de rechercher, alors il faut comprendre que le mot recherche, ça veut dire retrivial au niveau du système RAG. Donc, il attend les variables. Qu'est-ce que je veux retrouver? Je veux les auteurs du document DeepSeek V4, date de parution. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais lui rajouter ID file et le numéro du chunk. Alors, vous pouvez bien sûr lui parler en français, hein, moi c'est juste une habitude. Donc, le système maintenant va interroger la base de données RAG de OpenAI et je n'ai plus de problème et plus rien à stocker sur mon ordinateur. Comme c'est un système MCP, je vais vous montrer juste après pour la partie MCP, il me demande si je suis OK pour qu'il lance une commande sur le MCP. Donc, je vais vous montrer comment s'appelle le MCP à communiquer. Et ici, je vois qu'il récupère en fait les vecteurs avec les séquences. Donc, je vois les tableaux qu'il récupère, je vois les documents, et maintenant, il va même récupérer les identifiants des systèmes chunk. Vous voyez qu'il se sert en fait des métadonnées et des identifiants qu'on a vus précédemment pour trouver plus rapidement ce dont on a besoin. Et il me dit, ces informations sont présentes dans le chunk 03, 06 et 09. Donc, si j'aurais besoin maintenant de travailler et de récupérer cette information, en fait, au lieu de dépenser mes tokens avec Claude, ce que je vais faire, c'est que je lance une query avec un système qui m'est quasiment gratuit tant que j'ai pas obtenu mon giga. Je récupère uniquement les séquences qui vont m'être utiles et ensuite, je peux travailler avec mon terminal avec Claude. Ce qui veut dire que je peux lancer un deuxième terminal. Quelle est la date de publication du document recherche DeepSeek V4? Le nom de l'auteur ou des auteurs? Quels sont les modèles qui sont abordés au niveau du document? Là, je peux lui donner en fait la référence des éléments et une manière pour moi, je trouve qui est beaucoup plus simple. Mais ça, pour moi, c'est d'optimiser. Mon objectif, c'est d'optimiser les coûts. N'oubliez pas que je pourrais lui dire, va rechercher dans tout mon PC. Je suis d'accord. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais complètement brûler l'intégralité en fait de mon forfait. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de présélectionner les chunks. Ça nous a coûté 0. Maintenant, je sais où est mon répertoire, mais je vais vous montrer qu'on peut faire encore mieux. On peut constituer des systèmes de recherche directement dans les bases de données. Mais je vous montre déjà qu'on peut simplement donner le chemin path du système. Je lui indique, pour pas perdre de temps, parce que sinon il va me scanner tous les répertoires, où se trouve la data. Il va récupérer l'identifiant qui correspond au chunk, il va les intégrer au contexte, il va pouvoir me répondre sur le sujet. Alors, les files ID qu'on a, voilà, on a eu la réponse en quelques instants, fait que ce qu'on n'a pas besoin, et il n'a pas lancé de RAG, parce que je n'ai pas donné de fonction RAG, il n'a pas d'accès au RAG par défaut, c'est qu'il a récupéré uniquement les séquences que je lui ai demandé de récupérer dans ma base de données, parce que les vecteurs sémantiques, c'est ce qu'il y a de plus précis. Et vous voyez qu'il n'a pas lancé de fonction MCP. Donc, il s'est basé uniquement sur le retrivial que j'ai fait. Donc, ça m'a permis d'éviter de lancer des contextes et de remplir mon contexte avec 58 pages et d'avoir exactement les réponses que j'attendais. Date de publication, l'auteur. Alors, l'auteur n'est pas abordé, effectivement, c'est DeepSeek. Les modèles et les différentes configurations qui sont présentes dans les documents. Donc, là, on vient déjà d'optimiser cette première partie. Ce qu'on peut faire de complément, c'est d'utiliser un système de search qui n'utilisera pas le contexte intégral de Claude, mais un système d'indexation. Je vous explique. Quand vous allez travailler, grâce au fait qu'il y a des métadonnées, vous allez pouvoir créer un fichier index. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un fichier index, ça permet d'identifier la structure de l'intégralité d'un document, le nom du document d'origine, combien il y a de figures, combien il y a de tableaux, et ensuite où se situe chacun des éléments dans la structure. Moi, je rajoute une indexation en forme ASCII pour savoir et aider en fait le LLM à se router à l'intérieur. Admettons que j'ai pas trouvé ce que je cherche, je vais lancer une query à l'intérieur de mon fichier index et je vais séparer l'indexation des images, l'indexation globale des figures et des tableaux. Donc en moins de 200 lignes, je vais pouvoir compacter une information de plus de 58 pages. Voici donc quelle est l'architecture du système. À l'origine, vous avez donc le fichier index. Par défaut, le système doit lire le fichier index et à partir du fichier index, il va se router sur les chunks. Et c'est exactement ce que j'ai codé avec ChatGPT pour pouvoir intégrer deux fonctions complémentaires. Je t'explique. Dans l'idée, tu as compris qu'en fait, on a une fonction RAG qui me permet de faire de la recherche. Cette fonction RAG, je peux très bien l'envoyer à partir de Claude. Je peux très bien lui demander à Claude de lancer maintenant ma fonction RAG et d'aller rechercher mon document dans DeepSeek, combien de versions du LLM existent. Je peux très bien le faire. Le seul point, c'est que ça va me coûter du contexte en utilisant mon système. Donc, comme on peut complètement le déléguer sur un autre modèle, je peux utiliser ce système-là. Le système RAG, pour moi, est beaucoup plus puissant que de faire du retrivial sur du chunk. Mais on peut le faire. Comme tu vois, quand je vais faire ma demande avec mon système externe, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une demande et un retour d'info, et donc j'ai le retour de l'information. Il identifie les fichiers, il me dit quels sont les éléments, j'aurais pu lui demander, donne-moi le numéro des chunks,
pour pouvoir le retrouver dans ma base de données locale si je veux. Donc je dispose de la même base. Et les informations sont dans le numéro 1 au numéro 8 au niveau du système chunk. Ok? Donc pour moi, ce système-là, il est vraiment optimisé. Après, on peut rajouter un système qui va travailler uniquement en local. Et voici la logique des agents IA qu'il faut coder pour pouvoir travailler en local. Moi, je suis parti sur cette idée. Je pense qu'il y a plein de possibilités, mais moi, je pars sur cette idée. Je fais une fonction query, donc ça lance une fonction query. La fonction query, un système de recherche, c'est ce qu'on appelle une commande. Donc la commande query va lancer deux agents. Un agent qui fonctionne avec un algorithme qui s'appelle un BM25 et un TDIF. C'est un algorithme qui va rechercher des mots-clés. Donc ça veut dire que si dans mon document, je retrouve un mot-clé, il va être pondéré en fonction de la longueur de mon document. C'est ultra rapide, c'est l'ordre de la milliseconde. Si le mot-clé est présent, il repère le document. Si c'est pas présent, par contre, tu passes à côté. Et ensuite, une fonction grep, qui est une fonction aussi rapide, qui est complémentaire au système BM25. Si le BM25 donne un résultat égal à 0, ça c'est la logique que j'ai mis en place au niveau du code. Donc un système conditionnel. Si mon système BM25 égale 0 et mon grep égale 0, je le lance en système agent IA sur mon document index. Le système index va permettre de router immédiatement le modèle et il a un aperçu immédiat en fait des séquences. Il va pouvoir donc identifier les éléments et l'identification des figures et du numéro du chunk où il se trouve va permettre d'optimiser le système. Alors ce fonctionnement-là permet de ne pas utiliser de système RAG et de laisser tout en local. Ce qui peut être intéressant avec ce système, c'est qu'on peut aussi utiliser un petit modèle local pour aller rechercher la data, toujours dans l'idée de optimisons notre forfait parce que Claude coûte rapidement très cher au niveau du contexte. Et ce système, avec la séparation image, tableau, répertoire, architecture, nécessite une chose. Il faut être toujours très ordonné, mais il faut avoir une idée aussi que dès que vous travaillez en fait avec de la documentation, de toute façon, c'est toujours pareil. Envoyer des PDF comme on voit dans les vidéos sur les vidéos des influenceurs de réseaux sociaux ou des documents que vous prenez sur Internet, ça n'a aucun sens. C'est pas pour rien que lorsque vous prenez un professionnel qui bosse dans la data, qui fait du RAG ou un data ingénieur, ça vous coûte de l'argent parce que c'est du travail où on optimise la structure data pour accélérer le process de récupération. Donc la logique qu'il faut mettre en place, c'est un système guide qui va s'appuyer sur l'architecture du fichier index. Là, on est dans un seul répertoire. Donc il faut constituer un fichier index par document, notamment par gros bloc de documents, si vous préférez, parce qu'il est quand même assez riche au niveau information. Et ensuite, il faut qu'il y ait un fichier index maître qui puisse indiquer au modèle, si vous ne savez pas où se trouve une information, vous allez être obligé de mettre en place, dans votre document d'origine, un fichier maître index qui, lui, va permettre de dispatcher vers les différents documents. Donc, il faut imaginer toujours ces systèmes comme un système de routage. Aujourd'hui, toute l'architecture, elle est basée sur ça. Optimisation, en fait, des mots-clés à l'intérieur du système de routage qui permet au LLM de comprendre où se situe la donnée, récupérer le chunk, l'envoyer dans le contexte et optimiser le système. Donc, en fait, on a deux possibilités. Donc, si vous voulez voir une autre vidéo sur la deuxième partie, vous me mettez en commentaire, vous me le dites. Je détaillerai le processing pour l'installation et la configuration. Alors, concernant la partie MCP RAG, je vous donne les configs. Le MCP, c'est celui qui s'affiche à l'écran qui est juste ici. NPX, Model Context Protocol / Inspector. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est de l'identifiant de votre base vectorielle. C'est ce numéro qui est ici. Ça, c'est l'ID de la base vectorielle. Après, vous allez avoir besoin d'une clé d'environnement chez OpenAI. Cette section, vous allez l'obtenir dans la partie clé API. C'est ici que vous activez votre clé API pour pouvoir vous connecter. Ça, ce sont les deux seules informations dont vous avez besoin. Après, vous demandez en fait à Claude d'utiliser la fonction context protocol, le MCP, et donc il va vous coder un fichier Python. Vous lui donnez le numéro de la base de données que vous voulez utiliser. Donc ça veut dire que si vous avez différentes bases, vous pouvez très bien faire une base pour le service client, une base pour les factures. Le mieux, c'est plus les éléments en fait sont spécifiques, plus ça va être rapide, plus ça va être facile à trouver, moins ça va perdre de temps. Alors moi personnellement, j'ai fait deux fonctions dans le système. J'ai fait une fonction search et une fonction fetch. Alors la fonction fetch, c'est lorsque vous avez exactement le document que vous voulez obtenir. Vous avez vu que tout à l'heure, on a obtenu le numéro d'identification. Admettons que je veux récupérer le document en entier, et dans ce cas-là, je peux utiliser une fonction fetch. Alors la fonction fetch, elle n'est pas indispensable. Vous pouvez juste intégrer un MCP tool search, ça sera déjà suffisant. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de stocker vos systèmes dans des variables d'environnement, de ne pas le faire dans les requêtes. Voilà, ça c'est les 3 points capitaux pour pouvoir faire fonctionner le système. Et au niveau du setup de mon arborescence, je suis parti sur cette arborescence-là, avec la partie Venv, c'est là où j'ai mes clés API qui sont stockées et qui sont donc
protégé pour mon système.